Foot 5, paddle, basket à 3, rugby à 7, ces sports dérivés explosent. On les voit dans nos villes, dans les clubs et parfois même aux Jeux Olympiques. Mais une question se pose. Pourquoi ces formats naissent-ils? Sont-ils de simples loisirs pour occuper nos soirées ou peuvent-ils vraiment devenir des disciplines à part entière, capables de rivaliser avec leurs grands frères? Dans cette vidéo, on va explorer les sports originaux, les disciplines historiques et prestigieuses, et leurs dérivés, ces versions plus accessibles, plus fun et parfois plus spectaculaires. Alors, révolution sportive, simple mode de passage ou coup marketing? On va creuser tout ça. Bienvenue sur Pitch and More, la chaîne où le sport va au-delà du terrain. Avant de développer davantage, posons d'abord une définition. Lorsqu'on parle de ces disciplines, il y a plusieurs façons de les nommer. Les institutions sportives utilisent le terme sport dérivé. Dans le langage académique, on parle de forme dérivée ou de format dérivé. Bref, il s'agit toujours d'une adaptation d'une discipline. Mais alors, comment naissent ces sports dérivés? Contrairement aux sports originaux, ils n'apparaissent pas par hasard, mais ils répondent toujours à un besoin. Et généralement, tout commence avec un sport original qui doit s'adapter. Un besoin de rendre la pratique plus accessible, d'attirer de nouveaux pratiquants, de répondre au manque d'espace, de renforcer la sécurité, de proposer des formats plus rapides, ou tout simplement de chercher plus de fun. Et pour ça, plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, il y a l'accessibilité. Prenons l'exemple du tennis. C'est un sport technique et exigeant. Le padel casse ses barrières. Il est plus simple, plus fun dès la première balle. Même logique avec le football à 11, qui est lourd en logistique. Le foot à 5 permet de jouer rapidement, sans arbitre, juste avec ses amis. Ensuite, il y a la sécurité. Certains sports dérivés naissent pour éviter la brutalité de l'original. Le flag football reprend l'esprit du football américain, mais sans plaquage violent. C'est la même logique avec le touch rugby. Autre facteur, le manque d'espace et l'urbanisation. Nos villes se densifient. Trouver un terrain de foot ou de rugby devient compliqué. Résultat, il y a une explosion des formats compacts, comme le foot 5, le basket à 3 et le paddle. Mais il y a aussi une question de flexibilité. Les sports dérivés s'inscrivent dans une logique de sport à la carte. Pas besoin de s'inscrire dans un club, de payer une licence ou de caler son emploi du temps sur des entraînements imposés. Avec le foot à 5, l'escalade en bloc ou le paddle, il suffit de décrocher son téléphone, appeler ses amis et réserver un terrain. On pratique quand on veut, avec qui on veut, le temps qu'on veut. Cette liberté horaire est un atout énorme dans des vies où le temps est rare et où beaucoup cherchent à concilier travail, famille et sport. Il y a aussi le loisir et la convivialité. Certains formats sont créés pour séduire ceux qui veulent une pratique plus ludique. Le mini-golf en famille, la color run ou les Spartan Race. Ce n'est pas la performance pure qui compte, mais l'expérience. Et enfin, il y a redynamiser le sport d'origine. Certains dérivés naissent pour donner un second souffle à leur discipline. Prenez l'exemple du rugby à 7. Il offre plus de dynamisme, plus de passes, plus de spectacle, tout en gardant l'ADN du rugby à 15. Et la naissance d'un format dérivé n'est pas récente, elle est même ancienne. Prenons le mini-golf. À l'origine, ce n'était pas un loisir de camping. Au XIXe siècle, à St Andrews, on a créé des parcours réduits pour que les fans puissent jouer sans avoir à faire un swing complet, ce qui était jugé indécent à l'époque. Plus tard, aux États-Unis, le mini-golf s'est transformé en une activité familiale et fun. En résumé, un sport dérivé naît toujours d'une adaptation. Il simplifie, réduit, sécurise ou réinvente pour séduire de nouveaux publics. Mais il y a un autre rôle fondamental des sports dérivés. Ils ouvrent la porte à de nouveaux publics. Prenez le flag football. Moins brutal que le football américain, pas de plaquage, juste un drapeau à attraper. Résultat, il attire des jeunes, des femmes, des pratiquants occasionnels. Sa popularité a tellement explosé qu'il fera son entrée aux Jeux Olympiques de 2028, avec une version féminine mise en avant. Même logique avec le paddle. Là où le tennis peut être technique et exigeant, le paddle est plus accessible. Il se joue à 4, il est convivial, intergénérationnel, et surtout, on s'amuse dès la première partie. Cette courbe d'apprentissage rapide donne aux débutants un sentiment de réussite immédiat, ce qui explique son engouement. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, on est passé d'environ 300 cours en 2017 à plus de 3000 en 2025, soit une multiplication par 10, avec une croissance annuelle de plus de 30% entre 2022 et 2025. Un sport comme le pickleball, souvent décrit comme le cousin du padel, suit exactement la même trajectoire en Amérique du Nord, avec un succès phénoménal pour les mêmes raisons.
Mais cette démocratisation n'est pas seulement culturelle, elle est aussi économique. Construire un terrain de padel ou de pickleball coûte beaucoup moins cher qu'un court de tennis et demande moins d'espace. Le flag football, lui, nécessite très peu d'équipement. Un ballon, quelques drapeaux, résultat, il se pratique partout, y compris dans les écoles ou dans les quartiers populaires. La simplicité des infrastructures est un catalyseur puissant de l'inclusivité. Ces sports remplissent aussi une autre fonction: recréer du lien humain. Le padel, qui se joue à 4, devient presque une activité sociale déguisée en sport. On vient autant pour transpirer que pour partager un moment convivial entre amis ou rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est peut-être là leur secret. Moins intimidants que la compétition pure et dure, ils offrent une porte d'entrée au sport pour ceux qui n'osaient pas se lancer. Ces sports jouent donc un rôle social énorme. Ils permettent à des gens qui n'auraient jamais franchi la porte d'un club de tennis ou de rugby de découvrir la pratique sportive. Ils rendent le sport plus universel, plus inclusif et surtout plus humain. Mais l'accès et l'inclusivité ne font pas tout. Pour qu'un sport dérivé s'impose vraiment, il doit aussi gagner une chose plus subtile: la légitimité culturelle. Prenez le paddle. S'il explose aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'il est accessible ou convivial, c'est aussi parce qu'il a réussi à gagner un cool factor. On le pratique en double, c'est fun, ça attire les jeunes cadres, les sportifs du dimanche, mais aussi les anciens tennisman. Résultat, il est perçu comme un sport moderne, tendance, et non comme un simple dérivé du tennis. A l'inverse, regardez le mini-golf. Il est accessible, ludique et parfait pour les familles. Mais culturellement, il reste catalogué à loisir de camping. Peu importe le nombre de pratiquants, il n'a jamais acquis la reconnaissance d'un vrai sport, et encore moins le prestige de son grand frère, le golf. Mais alors, pourquoi cette différence? Parce que la légitimité vient souvent du récit fondateur. Le skate, par exemple, est né de la rue, de la rébellion, de la contre-culture. Ça lui donne une street crédibilité immense, qui l'a porté jusqu'aux Jeux Olympiques. La trottinette freestyle, elle, traîne un autre héritage, celui du jouet d'un enfant vendu en grande surface. Même avec des figures spectaculaires et des millions d'ados qui la pratiquent, elle peine encore à être perçue comme un sport sérieux. Cependant, il serait réducteur de figer ce sport à sa seule origine. Et pour cause, la trottinette freestyle a trouvé dans les réseaux sociaux son outil de légitimation massive. Une communauté ultra dédiée qui diffuse des vidéos d'un niveau technique ahurissant. Tout ça a fait émerger un véritable écosystème, avec des marques créées par des riders pour des riders, et une scène très vivante sur les réseaux sociaux. Peu à peu, la trottinette freestyle se construit une nouvelle image, celle d'une discipline exigeante, portée par ses pratiquants. Sa légitimité est encore fragile, mais elle ne se mesure plus à son origine, mais plutôt à l'engagement de sa communauté. Et dans cette bataille culturelle, il y a un acteur clé: la diffusion. Historiquement, un sport qui bénéficiait d'une couverture médiatique et qui était relayé par les grandes plateformes était automatiquement pris au sérieux. A l'inverse, s'il restait invisible, il était perçu comme une simple pratique de niche. Mais aujourd'hui, cet ancien modèle est doublé, voire dépassé par la puissance des réseaux sociaux. Pour un sport émergent, Instagram, TikTok et YouTube sont bien plus qu'un outil de promotion. Ils sont le terrain de jeu narratif de ces disciplines. C'est là que se forge le cool factor, à coup de vidéos virales, de montages dynamiques et de pratiquants devenus influenceurs. Des figures comme Joseph Garbacho dans le skate, ou Antoine pour la trottinette, ou d'autres pour le padel, deviennent les héros de leur sport. Dans cette nouvelle ère, le pouvoir de façonner l'image d'un sport n'appartient plus uniquement aux éditeurs et aux chaînes de télévision, mais aussi et surtout à la créativité de ses athlètes et à l'engagement de sa communauté en ligne. Mais pour qu'un sport dérivé franchisse un cap décisif, il doit aussi passer par un autre rite de passage: la reconnaissance institutionnelle. Concrètement, cela signifie une chose: quand une discipline entre aux Jeux Olympiques, elle change de statut. Le basket à 3, le rugby à 7, l'escalade indoor. Tous ces sports ont connu un tournant le jour où ils ont été reconnus par le CIO. Ce qui était perçu comme une forme alternative est devenu, d'un coup, une discipline à part entière, officielle et légitime. Prenez le cas du rugby à 7. Longtemps vu comme léger, comme une version simple du rugby à 15, il est aujourd'hui une discipline olympique à part entière. Résultat, plus de diffusion mondiale, d'investissement, de programmes de formation, sa légitimité est scellée. En clair, l'institutionnalisation est le rite de passage ultime. Sans elle, un sport peut rester populaire, viral, même culturellement fort.
Mais avec elle, il gagne le tampon officiel qui change tout. Mais ce tampon officiel a aussi parfois un prix. Pour entrer dans le moule olympique ou fédéral, un sport doit souvent se standardiser, gommer certaines de ses aspérités rebelles, simplifier ses règles pour les rendre plus télégéniques. Le skateboard aux Jeux Olympiques en est l'illustration parfaite. Son inclusion lui a offert une reconnaissance mondiale. Elle a aussi divisé. Certains puristes y ont vu une forme de déradicalisation, une récupération qui menace son âme contre-culturelle et son côté imprévisible. L'institutionnalisation est donc une étape décisive, mais aussi un pacte faustien. Elle offre la légitimité officielle en échange d'un certain contrôle. Le défi pour un format dérivé, c'est de réussir ce passage sans se renier lui-même. Mais si un sport dérivé gagne trop en puissance, une autre question se pose. Peut-il finir par cannibaliser son sport d'origine? Et c'est précisément ce qui inquiète les fédérations. Si elles traînent souvent des pieds avant de reconnaître un dérivé, c'est par peur de la cannibalisation. Pour elles, il ne faut pas que le nouveau format ne siphonne ni les licenciés, ni les sponsors, ni la lumière. Le tennis face au padel, le rugby à 15 face au 7. Mais cette peur est-elle justifiée? En réalité, il faut distinguer deux scénarios. Premier scénario, la cannibalisation réelle. Le format dérivé grignote le public de l'original. On l'a un peu vu avec le basket 3x3, qui a pu détourner des jeunes joueurs, des sponsors ou des diffuseurs vers une version plus accessible et télégénique. Dans ce cas, le sport original s'inquiète de voir son prestige décliner. Deuxième scénario, l'effet vitrine. C'est quand le sport dérivé sert de porte d'entrée et rend même le sport original plus populaire. Et le meilleur exemple, c'est le rugby à 7. Aux Jeux Olympiques, il a offert au rugby une visibilité condensée, spectaculaire et mondiale. Des gens qui n'avaient jamais vu un match de rugby à 15 ont découvert ce sport à travers le rugby à 7, avant de revenir et de s'intéresser à la version originale. La preuve ultime, Antoine Dupont, superstar du rugby mondial à 15, a lui-même choisi de participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7. Preuve que les deux disciplines ne se cannibalisent pas, mais se valorisent mutuellement. C'est une véritable symbiose qui opère où chaque format renforce l'autre. La vraie question n'est donc pas « est-ce que cela va cannibaliser ?», mais plutôt « comment y faire pour que tout le monde gagne ?» Comment s'assurer que le padel attire de nouveaux pratiquants dans les clubs de tennis au lieu de les vider? Comment utiliser le futsal comme un formidable outil technique pour les jeunes footballeurs? D'ailleurs, nous avons déjà un exemple concret, comme Wissam Ben Yedder, international français originaire du futsal. Le défi pour les fédérations, ce n'est pas de bloquer l'innovation, c'est d'apprendre à gérer un écosystème où le sport historique et ses dérivés cohabitent, se nourrissent et grandissent ensemble. En clair, la cannibalisation n'est pas une fatalité, c'est un risque qui se gère. Derrière tout ça, il y a une dernière question à se poser. Comment un sport dérivé peut-il durer dans le temps, et ne pas être qu'une mode passagère? Car tous ne suivent pas la même trajectoire. Certains explosent puis disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Rappelez-vous du roller hockey dans les années 90. Fun sur le moment, mais incapable de construire une base solide. Ou encore de l'Ultimate Frisbee, très populaire dans les milieux étudiants, mais qui n'a jamais réussi à franchir le cap du grand public. A l'inverse, certains dérivés réussissent à s'installer et à devenir des disciplines à part entière. Le basket 3x3 en est un bon exemple. Né comme une version de rue, il est aujourd'hui une discipline olympique. Même chose pour l'escalade indoor, désormais massif, structuré et institutionnalisé. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, un écosystème économique viable, avec des sponsors, des investisseurs et des clubs pro. Un sport qui génère de l'argent attire les structures et assure sa pérennité. Ensuite, une structuration pédagogique. Il ne s'agit pas seulement des pratiquants, mais aussi des coachs, des arbitres, des formations. Car sans transmission, il n'y a pas d'avenir. Après, le spectacle et les médias. Si une discipline est télégénique, dynamique et relayée sur les réseaux, le sport reste sous les projecteurs. Puis enfin, il y a le soutien des fédérations. Car même tardif, celui-ci permet de valider la légitimité, ouvrir les portes à des financements et des compétitions. En clair, certains sports dérivés restent des feux de paille. Quant à d'autres, ils deviennent des ados puis des adultes. La vraie question n'est donc pas « est-ce que ce sport est populaire ?», mais plutôt « a-t-il les fondations pour exister dans 30 ans ?» Et ça, seul l'avenir nous le dira.
Les sports dérivés ne sont pas qu'un simple passe-temps. Ils naissent de plusieurs besoins, d'espace, d'accessibilité, de durée, et surtout moins de contraintes. Et parfois ils deviennent de vraies disciplines capables de rivaliser avec leurs grands frères. Mais leur destin n'est jamais garanti. Certains s'éteignent comme des feux de paille, quant à d'autres, ils grandissent jusqu'au JO et trouvent leur légitimité. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces sports dérivés sont une chance pour démocratiser la pratique sportive et s'ancrer durablement? Ou bien ne sont-ils qu'une mode passagère? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à la prochaine sur Pitch and More.